Un serment sur l'honneur pour 10 nouveaux membres du gouvernement. La cérémonie solennelle du Salon des ambassadeurs ce vendredi marque ainsi l'entrée en fonction officielle de l'équipe Raymond Donsima III. Je déclare ouvert l'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement nouvellement nommés, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution. Le président de la République, en présence des membres de la Cour constitutionnelle, reçoit ce jour le serment des membres du gouvernement de la transition, nouvellement nommés. Le respect de la Constitution et de l'État de droit, le devoir, la loyauté, la confidentialité des dossiers et des informations. La main droite levée devant le pupitre, chacun des promus de l'équipe gouvernementale, à tour de rôle, a prononcé la formule consacrée. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de cette obligation de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, je le jure. Remanié le 15 janvier dernier, le nouveau gouvernement compte désormais 35 membres. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement de la transition, tout en vous adressant nos chaleureuses félicitations et vous souhaitant plein succès dans vos fonctions, le collège visé par l'article 44 ci-dessus prend acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et dit que du tout, il sera dressé procès verbal conformément à la loi. Nommé à quelques mois de la fin de la transition marquée par des élections, la toute nouvelle équipe gouvernementale compte en son sein des technocrates et des cadres de renom. Elle fait une part belle à la jeunesse et aux femmes. Je suis contente. Je suis une coiffeuse. Ça va m'aider à me déplacer, aller à mon lieu de travail. Vraiment, je ne savais plus pénaliser parce que j'avais un temps, là c'était le fauteuil, ça me pénalisait. Mais là, vraiment, je suis contente. Nous voyons que ce sont les droits des personnes handicapées qui sont mis en valeur. Puisqu'il s'agit de la restauration des institutions et de la dignité des Gabonais, nous sommes très heureux et très fiers. Et nous voulons exprimer ici nos sincères remerciements au président de la République, mais également lui souhaiter dans ses fonctions d'actuelles et à venir plein succès dans ses missions. Instant satisfaction pour les personnes à mobilité réduite au stade d'Nzanyon. Le président de la République, accompagné de la première dame Zita Oligingema, apporte une solution à leurs doléances longtemps renvoyées au calendes grec. Sur ce terrain de football, 315 scooters, des équipements roulants dont l'objectif vise à faciliter l'inclusion sociale et économique, une dotation qui intervient 10 ans après la toute dernière en matériel orthopédique. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette remise de scooters inédite, loin d'être une réponse à l'aumône, doit être comprise comme une action complémentaire à l'autonomisation de la personne à mobilité réduite. C'est pourquoi ces scooters que nous recevons gracieusement ce jour témoignent pour nous de la haute estime manifestée à notre endroit par les plus hautes autorités du pays. Si l'inclusion sociale est l'un des enjeux clés des handicapés moteurs, il est tout aussi légitime pour le président de la transition. Sa détermination et son engagement pour l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes les plus vulnérables s'inscrivent en lettres d'or dans l'histoire de cette nation. En effet, la priorité accordée au secteur social à travers les politiques d'inclusion des personnes vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap, démontre à n'en point douter de ce que les plus hautes autorités du Gabon n'ont de cesse d'œuvrer pour la promotion et l'amélioration significative des conditions de vie de nos compatriotes vivant avec un handicap et partant pour le respect de la dignité humaine.
Profitant de cet événement inédit, les personnes malvoyantes ont forcé le destin en prenant la parole devant le garant de la politique de l'égalité des chances. Je rends grâce à Dieu pour mes frères handicapés moteurs. Ils ont des sites. Ils ont même eu la grâce d'avoir 300 matériels roulants pour leur permettre de bouger. Ils ont les yeux, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent avoir des diplômes, ils peuvent avoir un salaire à la fin du mois. Quelle est la condition des aveugles au Gabon, Monsieur le Président de la République? Vous êtes notre seul espoir. L'acte du jour s'étendra sur tout le territoire national. Cette opération qui prend en compte le handicap moteur prendra progressivement en considération les compatriotes porteurs d'autres types d'handicap pour répondre à l'idéal sociétal d'équité. Ne fais pas semblant d'ignorer que tu as des comptes à me rendre. Je n'ai pas de compte à te rendre. Oh que si. Tu dois m'expliquer cette histoire d'association entre Angélique et ce garçon. Adrien Zehebani, affectueusement appelé Oncle Didine, a tiré sa révérence à l'âge de 74 ans. Le chef de l'État, le président de la transition, a honoré la mémoire de cette figure emblématique du cinéma gabonais en décernant à l'illustre disparu à titre posthume la distinction d'officier de l'Ordre national du mérite gabonais. Décédé le 5 janvier 2025, Prince de Capistran, personnage célébrissime du paysage culturel, a marqué le grand public à travers des rôles mémorables dans des productions telles que Le Singe Fou, Le Berge du Salut, Les Années École, Le Collier de Makoko, Affaires Voisins, Maléfice et Makiba. Le parcours de cet acteur culturel a marqué le Gabonais. Sa disparition plonge la communauté artistique et la nation tout entière dans la désolation. Gageons que l'héritage de ce dernier sera un moteur d'inspiration pour les générations présentes et futures. Les bovins attendus depuis plusieurs mois ont finalement été débarqués ce jour au port de Vendo, en provenance du Brésil, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima. Je suis très content parce que, comme je le disais, ça fait quelques mois que je travaille d'arrache-pied sur ce projet. En liaison directe avec le président de la République, on a pensé à faire quelque chose qui avait vocation à résoudre un problème majeur dans notre pays, qui est celui de l'élevage. La totalité de ce que nous avons comme Tiandou, la quasi-totalité, est importée. Et donc, il s'agit dans cette opération de relancer les élevages dans notre pays et d'avoir à terme, dans quelques années, une production suffisante. C'est un grand projet d'élevage qui va contribuer à la lutte contre le chômage et à la diversification de notre économie. C'est un projet majeur dans la mesure où nous avons dans ce secteur de très grandes opportunités de travail et à tous les niveaux de qualification. Les ingénieurs, les vétérinaires, mais également les techniciens intermédiaires, les techniciens, les agents de maîtrise et les gens de la base. Tout le monde peut trouver du travail là-dedans. Par exemple, vous voyez les animaux qui sont là. Comme ce sont des vaches, elles vont toutes produire du lait. Si on se met à récupérer du lait, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être capables de faire autre chose que simplement de la production de la viande. Donc, il y a des gens dans quelques semaines, dans quelques mois, qui vont récupérer ça et peut-être se mettre à fabriquer un peu de beurre, peut-être fabriquer du lait caillé, etc. Ce sont des dérivés de cet élevage qui vont permettre d'accroître les opportunités d'emploi. Longtemps resté aux arrêts, la relance du projet de l'élevage par le gouvernement sous l'impulsion du président de la transition, président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, revêt une importance capitale pour l'économie du pays. Le site du ranch de Ndende a été retenu pour accueillir ce premier cheptel de plus de 1000 bovins. C'est 32 400 000 francs CFA que les auto-écoles retenues pour former les 500 jeunes pour le programme Un jeune, un permis de conduire ont reçu des mains de 2 conseillers en charge du dossier, l'un du ministère des Transports et l'autre du ministère de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, l'un des conseillers accuse les auto-écoles d'être responsables de la non-aboutissement de ce projet, ce qui n'est pas le cas selon ce que les responsables des auto-écoles expliquent. Les clauses du contrat étaient les suivantes. Il était question de former, de présenter les enfants à l'examen. Les frais de dossier, ils sont bel et bien conscients que les frais de dossier devraient être payés à l'auto-école, puisque je vous dis que ça avait déjà été fait. Ils avaient déjà avancé une partie des frais de dossier. Mais 2 semaines après, ils sont venus récupérer cette partie-là des frais de dossier qu'ils avaient déjà avancés, avec reçu déjà fait. À la hauteur de 4
qu'ils avaient déjà fait d'avance sur les frais de dossier. Mais 2 semaines après, ils sont venus récupérer cet argent-là. Donc, ils n'ont laissé rien que l'argent initial de la formation. Il faut bien préciser que les auto-écoles ont déjà fait leur part du contrat. Leur part du contrat, c'est la formation, ce qui a été payé. Il reste les frais de dossier qui, de nos jours, ne sont pas encore payés. Pourquoi ces 2 conseillers auraient-ils agi de la sorte? Les apprenants ne souhaitent qu'une seule chose, passer leur examen et obtenir leur permis de conduire. Le Centre national d'examen de permis de conduire n'a pas qualité de recevoir les dossiers. Les dossiers passent d'abord par les auto-écoles. C'est les auto-écoles qui prennent les dossiers en allant chercher un ordre de recette au niveau du Centre national d'examen de permis de conduire, se rendre au trésor, payer la quittance et déposer les dossiers au niveau du Centre national d'examen de permis de conduire. Si cette démarche n'est pas suivie, le centre ne peut pas recevoir les dossiers sans pourtant que cette démarche ne soit suivie. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Un jeune, un permis de conduire, rappelons-le, est un projet social initié par le président de la transition pour accompagner les jeunes Gabonais à leur autonomie financière et afin de leur faciliter l'insertion dans la société. Au Gabon, la problématique de l'insécurité préoccupe de plus en plus les populations. C'est le cas de Port-Gentil, ville pétrolière qui est devenue le théâtre d'affrontements au quotidien entre plusieurs gangs. Crimes, braquages, viols, bagarres de rue, pas un jour ne passe sans que ces bandits qui courent les rues ne perturbent la quiétude des populations. Pour stopper cette spirale infernale, certains Gabonais pensent que le gouvernement devrait davantage renforcer les mécanismes qui garantissent la sécurité des citoyens. Le Gabonais doit proposer des solutions palliatives, quelques, on peut dire des postes contrôle dans chaque quartier. L'État gabonais a tellement de policiers, tellement de militaires qu'ils peuvent faire des rondes pour surveiller des quartiers. Parce que nous observons aussi on peut dire des milices dans, par exemple, comme au PK11, j'observe beaucoup de milices au PK11 qui font le genre qu'ils luttent contre les vols, ils luttent contre les braquages, ils attrapent les voleurs, ils attrapent des braqueurs au milieu de la nuit et tout. Et après, ils les remettent entre les mains de la justice gabonaise. L'oisiveté étant considérée comme la mère de tous les vices, d'autres Gabonais encouragent les jeunes à faire des petits métiers. Il faut qu'ils s'élèvent, ils se battent comme tout autre, comme tout jeune Gabonais. C'est créer une petite activité, se lancer dans les petits domaines, etc. Qui se lancent dans les petits domaines, s'ils peuvent apprendre un métier qu'ils apprennent. Ils peuvent même faire bon chauffeur, apprendre faire le permis de conduire, demain ils deviennent autonomes. Dans la vie, c'est ça. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Il n'y a pas la magie dedans. Notons que pour la majorité des Gabonais, des mesures drastiques devraient être prises par le gouvernement afin de mettre un terme au grand banditisme qui sévit plusieurs villes du Gabon. Composé de plusieurs leaders, acteurs et réformateurs de la société civile, le Forum civique du Gabon s'engage à combattre la corruption, à défendre la patrie, promouvoir une gestion responsable et transparente des revenus de toutes les richesses du Gabon et à la bonne répartition de celles-ci. Parmi ces objectifs, on cite la mobilisation citoyenne, le soutien, la promotion et la présentation des candidats civils aux élections législatives, locales et sénatoriales de 2025. Le forum répond à une nécessité de renouvellement de la classe politique gabonaise. Sur la base d'un constat, les politiciens traditionnels ont échoué, ont plombé le Gabon. Le Gabon est dans un état de délabrement à cause des mauvaises politiques, des pratiques politiciennes qui ont fait en sorte que le pays ne puisse pas démarrer, n'est-ce pas, sur le plan économique, sur le plan social, que le Gabon, soit du point de vue du développement, soit à un stade très bas. Il est question aujourd'hui, et le président de la transition l'a si bien explicité, de renouveler la classe politique, de mettre en perspective des acteurs nouveaux, des leaders nouveaux qui portent une vision de transformation, une vision de changement, qui sont capables de porter des projets novateurs qui vont effectivement impulser un développement véritable pour notre pays, sortir notre pays de la corruption. Le Forum civique du Gabon n'entend pas seulement être présent à Libreville, mais souhaite s'étendre dans les 9 provinces du Gabon. L'école publique du district de Teka a reçu du monde ce jeudi 6 janvier.
La localité reçoit le gouverneur de la province de Langounié en tournée de prise de contact avec ses administrés. Au cours de cette première étape, le délégué spécial en charge du département de Logulu a souhaité la cordiale des bienvenus à Francis Oyinamono et sa suite, tout en dressant un chapelet de doléances. La construction de la sous-préfecture et de la résidence de monsieur le sous-préfet. Il n'a ni sous-préfecture, ni résidence, monsieur le gouverneur. La construction d'une quinzaine de gendarmeries. Outre ces doléances suisses évoquées, le district de Teke fait également face à un manque criard de structures sanitaires et à l'éternel conflit homme-faune. Je suis votre nouveau gouverneur. C'est ensemble que nous allons trouver des solutions face aux problèmes qui minent votre localité, s'est ainsi exprimé Francis Oyinamono. Je suis parfaitement informé de nombreuses difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Les préfets, les sous-préfets me font le point régulièrement. Ne perdez pas patience. Ensemble et au fur et à mesure, les choses vont aller en s'améliorant. Surtout que le comité de transition pour la restauration des institutions, CTRI, s'emploie depuis leur prise de pouvoir le 30 août 2023 à soulager les populations, notamment en matière de routes, d'éducation et de santé. À l'issue de cette visite de travail dans le district de Teke, le cortège du gouverneur de la province de Langounié, Francis Oyinamono, s'est ébranlé vers Mimongo, le chef-lieu du département de Logulu, localité constituant la deuxième étape de ce périple.